la magie des commentaires sur YouTube. Il y a quelqu'un qui m'écrit « Yann, le earning call de Tesla, le deuxième trimestre, qui a eu lieu il y a quelques jours à peine. Il y a un abonné qui m'a demandé « Yann, est-ce que tu vas traduire le earning calls, donc l'appel des actionnaires du deuxième trimestre? » Eh bien voilà, c'est fait. J'ai terminé. Ça dure environ 1 heure. C'est plutôt, c'est pas très visuel. Fait que c'est juste, c'est un appel, hein, fait qu'il n'y a aucune vidéo. Fait que je vous laisse écouter ça, genre là. Puis, ben écoute, si vous aimez ce genre de vidéo-là aussi, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce dans l'air, des commentaires, tout ça. Donc voilà, c'est complet. Bonne écoute, l'appel des actionnaires, Tesla, deuxième trimestre. Et un certain nombre d'autres dirigeants. Nos résultats du deuxième trimestre ont été annoncés vers 15 heures, heure du centre, dans la présentation mise à jour que nous avons publiée sur le même lien que cette web diffusion. Pendant cet appel, nous discuterons de nos perspectives commerciales et ferons des déclarations prospectives. Ces commentaires sont basés sur nos prévisions et attentes à ce jour. Les événements ou résultats réels pourraient différer sensiblement en raison de divers risques et incertitudes, y compris ceux mentionnés dans nos documents les plus récents déposés auprès de la SEC. Pendant la séance de questions-réponses d'aujourd'hui, veuillez vous limiter à une question et une question de suivi. Utilisez le bouton « Lever la main » pour rejoindre la file d'attente des questions. Avant de passer aux questions-réponses, Elon a quelques remarques d'ouverture. Elon, merci. Pour résumer, nous avons constaté une forte accélération de l'adoption des véhicules électriques, suivie d'un certain ralentissement, alors que d'autres peinaient à produire des VE convaincants. Il y a donc eu pas mal de véhicules électriques concurrents qui sont arrivés sur le marché. Et pour la plupart, ils n'ont pas eu beaucoup de succès, mais ils ont considérablement réduit le prix de leurs véhicules électriques, ce qui a rendu la tâche un peu plus difficile pour Tesla. Nous ne voyons pas cela comme un problème à long terme, mais plutôt comme une situation à court terme. Et nous restons fermement convaincus que les véhicules électriques sont la meilleure option pour les clients et que le monde se dirige vers un transport entièrement électrifié, non seulement pour les voitures, mais aussi pour les avions et les bateaux. Malgré de nombreux défis, l'équipe de Tesla a fait un excellent travail et nous avons atteint des revenus trimestriels records. Les déploiements de stockage d'énergie ont atteint un niveau record au deuxième trimestre, ce qui a permis de réaliser des bénéfices records pour l'activité énergie, et nous investissons dans de nombreux projets futurs, notamment dans la formation et l'inférence de l'IA, ainsi que dans une grande partie de l'infrastructure pour soutenir les futurs produits. Nous n'entrerons pas trop dans les détails de la feuille de route des produits ici, car cela est réservé aux événements d'annonce de produits, mais nous allons effectivement lancer un modèle plus abordable au cours du premier semestre de l'année prochaine. De loin, le plus grand élément différenciateur pour Tesla est l'autonomie. Et en plus de ça, on a des économies d'échelle et on est le producteur de véhicules électriques le plus efficace au monde. C'est ça, en gros. Alors que d'autres se concentrent sur différentes parties de la pile IA et robotique, nous, on s'attaque à toutes. Ça nous permet un meilleur contrôle des coûts, plus d'échelle, une mise sur le marché plus rapide et un produit supérieur. Et ça ne s'applique pas seulement aux véhicules autonomes, mais aussi aux robots humanoïdes autonomes comme Optimus. Concernant la conduite entièrement autonome et le robotaxi, on a fait pas mal de progrès au deuxième trimestre. Et avec le déploiement de la version 12.5, on pense que les clients vont voir une nette amélioration dans le fonctionnement de la conduite autonome supervisée. La version 12.5 a 5 fois plus de paramètres que la 12.4 et va enfin fusionner les systèmes pour l'autoroute et la ville. Donc le système pour l'autoroute est encore assez ancien à ce stade. Souvent, les problèmes que les gens rencontrent sont sur l'autoroute, mais avec la 12.5, on fusionne la plupart des deux systèmes. Eh bien, je constate toujours que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point le système est performant. Et j'encouragerais quiconque voulant mieux comprendre le système à simplement l'essayer et laisser la voiture les conduire. L'une des choses que nous allons faire, juste pour nous assurer que les gens comprennent vraiment les capacités de la voiture, c'est lors de la livraison d'une nouvelle voiture ou quand ils la récupèrent après un entretien, de leur montrer comment l'utiliser et de les emmener faire un petit tour du quartier. Une fois que les gens l'utilisent, ne serait-ce qu'une fois, ils ont tendance à continuer à s'en servir. C'est donc très convaincant. Et puis, je pense que cela va être un énorme moteur de demande. Même la conduite entièrement autonome non supervisée sera un énorme moteur de demande. Et à mesure que nous augmentons le kilométrage entre les interventions, nous passerons d'une conduite entièrement autonome supervisée à une conduite entièrement autonome non supervisée et nous pourrons libérer un potentiel énorme dans la flotte. Nous avons reporté la présentation du robotaxi ou du produit de quelques mois. Elle a été déplacée au 10-10, donc au 10 octobre.
et je voulais apporter des changements importants qui, à mon avis, amélioreraient le véhicule, notamment le robotaxi, qui est l'élément principal que nous allons présenter. Nous allons également montrer quelques autres innovations intéressantes. Donc, le fait de repousser le lancement de quelques mois nous a permis d'améliorer le robotaxi et d'ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires pour la présentation du produit. Nous sommes aussi sur le point de terminer l'auto-expansion de Giga Texas, qui abritera notre plus grand cluster d'entraînement à ce jour. Cela comprend 50 000 H100 supplémentaires, plus 20 000 unités de notre matériel pour AI5, un ordinateur d'intelligence artificielle Tesla. Quant à Optimus, il effectue déjà des tâches dans notre usine et nous prévoyons de lancer la première version de production d'Optimus en série limitée à partir du mois d'août. L'année prochaine. Ce sera pour la consommation de Tesla. Il est simplement préférable pour nous de résoudre les problèmes nous-mêmes. Mais nous prévoyons d'avoir plusieurs milliers de robots Optimus produits et effectuant des tâches utiles d'ici la fin de l'année prochaine dans les usines Tesla. Et puis en 2026, nous augmenterons considérablement la production. À ce moment-là, nous fournirons des robots Optimus à des clients externes. Ce sera la deuxième version de production d'Optimus. Pour l'activité énergétique, elle croît plus rapidement que tout le reste. C'est là où nous sommes vraiment limités par la demande plutôt que par la production. Nous augmentons donc la production dans notre usine américaine, ainsi que la construction de notre méga-usine en Chine, qui doublera à peu près notre production. Peut-être même plus que doubler, potentiellement tripler. Donc, en conclusion, nous sommes très enthousiastes des progrès réalisés sur tous les fronts. Nous transformons le système énergétique, la façon dont les gens se déplacent, la façon dont ils abordent l'économie. L'entreprise est colossale, mais je pense que l'avenir est incroyablement prometteur. Je ne saurais trop insister sur l'importance de l'autonomie, tant pour les véhicules que pour Optimus. Bien que les chiffres semblent fous, je pense que Tesla, en produisant en volume avec des systèmes de conduite autonome non supervisés, permettra à sa flotte de fonctionner comme une immense flotte autonome. Cela pourrait mener, selon moi, à une valorisation vraiment astronomique. ARK Invest l'estime à environ 5 000 milliards de dollars. Je pense qu'il ne se trompe probablement pas. Et à long terme, je pense qu'Optimus pourrait atteindre une valorisation plusieurs fois supérieure à ce chiffre. Je tiens à remercier l'équipe Tesla pour son excellente exécution et j'ai hâte de vivre les années passionnantes qui nous attendent. Parfait. Merci beaucoup, Elon. Et Bob a également quelques remarques d'ouverture. Merci. Comme Elon l'a mentionné, l'équipe Tesla a encore une fois relevé le défi et a obtenu d'excellents résultats sur tous les fronts, avec quelques records notables. En plus de ces records, nous avons constaté une progression séquentielle de nos livraisons automobiles. Je tiens à remercier toute l'équipe de Tesla pour ses efforts qui ont permis de réaliser un excellent trimestre. Sur le front automobile, l'accessibilité reste une préoccupation majeure pour les clients. En réponse à cela, au deuxième trimestre, nous avons proposé des options de financement attractives pour compenser les taux d'intérêt élevés persistants. Ces programmes ont eu un impact sur le revenu par unité au cours du trimestre. Ces effets se poursuivront au troisième trimestre car nous avons déjà lancé des programmes similaires. Nous proposons maintenant des taux de financement extrêmement compétitifs dans la plupart des régions du monde. C'est le meilleur moment pour acheter une Tesla. Je veux dire, si vous êtes dans l'attente, c'est le moment de passer à l'action et d'obtenir votre voiture. Nous avons également réalisé un trimestre record en termes de revenus de crédit réglementaire. Dans l'ensemble, nos activités automobiles sont restées stables d'un trimestre à l'autre. Il est important de noter que la demande de crédit réglementaire dépend des plans des autres constructeurs concernant les types de véhicules qu'ils fabriquent et vendent, ainsi que des changements de réglementation. Nous sommes fiers d'être l'entreprise qui produit le plus de voitures fabriquées aux États-Unis et nous poursuivons nos efforts pour accroître notre production locale, notre chaîne d'approvisionnement, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Chine, pour les usines respectives dans ces pays. Comme toujours, notre priorité est d'offrir les produits les plus attractifs à un prix raisonnable. Nous avons redoublé d'efforts pour proposer plus de modèles avec une autonomie estimée à plus de 480 km sur une seule charge. Nous pensons que cela, combiné à l'expansion de notre réseau de superchargeurs, est la bonne stratégie pour combattre l'anxiété liée à l'autonomie. Depuis la révision des tarifs FSD en Amérique du Nord, nous avons constaté une hausse significative des taux d'adoption et nous nous attendons à ce que cela stimule les ventes de véhicules à mesure que les fonctionnalités s'améliorent. Le coût par véhicule diminue de façon séquentielle si l'on exclut l'impact du Cybertruck. Bien que nous observions une tendance à la baisse des coûts des matériaux, notez qu'il y a un décalage côté coût et que ces réductions se reflèteront dans le compte de résultats lorsque les véhicules construits avec ces matériaux seront livrés. De plus, à mesure que nous entrons dans la seconde moitié de cette année, il est important de noter que nous sommes toujours en phase de montée en puissance pour le Cybertruck et le Model 3, et que nous sommes également impactés par des tarifs variables sur les matières premières et les produits finis.
Bien que nos équipes travaillent d'arrache-pied pour compenser ces effets, malheureusement, cela pourrait avoir un impact sur les coûts à court terme. Nous avons déjà évoqué le potentiel de notre activité énergétique et nous sommes maintenant ravis de constater que les bases posées au fil du temps portent leurs fruits. Les déploiements de stockage d'énergie ont plus que doublé grâce à la contribution non seulement de Megapack, mais aussi de Powerwall, ce qui a entraîné des revenus et des bénéfices records pour notre activité énergétique. Le carnet de commandes pour le stockage d'énergie est solide. Comme nous l'avons déjà mentionné, les déploiements fluctueront d'une période à l'autre, certains trimestres connaissant de fortes augmentations et d'autres des baisses. La situation des gigawattheures de stockage dépend de divers facteurs, notamment du timing logistique lorsque nous expédions des unités depuis une seule usine vers des marchés du monde entier, de la préparation des clients et de la logistique interne. Dans le cas de projets EPC sur des activités de construction, passons aux autres secteurs de l'entreprise. Les bénéfices bruts des services et autres se sont également améliorés séquentiellement grâce à une meilleure utilisation des services et à la croissance de notre activité de réparation de carrosserie. L'impact de notre récente réorganisation se reflète dans la ligne restructuration et autres du compte de résultats. Pour être clair, il s'agit d'une charge d'environ 642 millions de dollars qui a été enregistrée sur la période. Et je tiens à ce que l'on se souvienne que nous l'avons présenté séparément dans les états financiers. En séquentiel, nos charges d'exploitation, hors ces charges exceptionnelles, ont diminué malgré une augmentation des dépenses liées aux activités d'IA et une hausse des frais juridiques et autres coûts. Concernant les dépenses d'investissement, bien que nous ayons constaté une baisse séquentielle au deuxième trimestre, nous prévoyons toujours que l'année dépassera les 10 milliards de dollars de CAPEX, car nous augmentons nos dépenses pour mettre en ligne un cluster GPU de 50 000 unités. Ce nouveau cluster augmentera considérablement nos capacités à développer le FSD et d'autres initiatives d'IA. Nous sommes revenus à un flux de trésorerie disponible positif de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, et ce, malgré les paiements de restructuration effectués au cours du trimestre. Nous avons terminé le trimestre avec plus de 30 milliards en liquidités et investissements. Une fois de plus, nous avons entamé le voyage vers la prochaine phase de l'entreprise en posant les fondations nécessaires. Ça prendra du temps, mais ce sera une expérience enrichissante pour tous les participants. Encore une fois, je tiens à remercier toute l'équipe Tesla pour leur contribution. Parfait, merci beaucoup Vimav. Passons maintenant aux questions des investisseurs. La première question porte sur l'état d'avancement du Roadster. Concernant le Roadster, nous avons terminé la majeure partie de l'ingénierie. Je pense qu'il y a encore quelques améliorations à apporter, mais nous prévoyons de lancer la production du Roadster l'année prochaine. Super. Ce sera quelque chose de vraiment spécial, un package complet, je pense. La question suivante concerne le calendrier de l'événement Robotaxi, que nous avons déjà abordé. Nous allons donc passer à la question suivante. Quand prévoyez-vous le premier trajet en robotaxi? Je suppose que c'est vraiment juste une question comme ça. Quand peut-on s'attendre à la première conduite entièrement autonome sans surveillance? C'est évidemment difficile. Mes prédictions à ce sujet ont été trop optimistes par le passé. Donc, en me basant sur la tendance actuelle, il semble que nous devrions atteindre un nombre de kilomètres entre les interventions suffisamment élevé pour être largement supérieur à celui des humains, ce qui permettrait une conduite sans surveillance, peut-être d'ici la fin de cette année. Je serais très surpris si nous n'y arrivions pas l'année prochaine. Donc l'année prochaine me semble très probable. En se basant sur l'avance actuelle et la courbe des kilomètres entre interventions, cette tendance dépassera certainement les performances humaines l'an prochain. Voilà. Merci beaucoup. Notre troisième question concerne le Cybertruck, un produit emblématique qui impressionne tous ceux qui le voient. Avez-vous l'intention d'élargir la gamme de véhicules cyber avec un SUV ou un van cybernétique? Je pense que nous préférons réserver les annonces de produits pour des événements spécifiques plutôt que lors des appels sur les résultats financiers. Très bien, merci. Notre prochaine question est quel est l'état actuel de la production des cellules de batterie 400 et comment progresse la montée en puissance? La production de 400 a fortement augmenté au deuxième trimestre, livrant 51% de cellules en plus au premier trimestre, tout en réduisant considérablement les coûts de production. Nous produisons actuellement plus de 1400 Cybertruck de cellules 480 par semaine et nous continuerons à augmenter la production tout en réduisant davantage les coûts pour atteindre l'objectif de parité des coûts que nous nous sommes fixés pour la fin de l'année. Nous avons construit notre premier Cybertruck de validation avec un processus de cathode sèche fabriqué sur notre équipement de production de masse, ce qui représente une étape technique majeure dont nous sommes extrêmement fiers. Nous sommes en bonne voie pour le lancement de la production avec la cathode sèche au quatrième trimestre, ce qui permettra d'obtenir des coûts de cellules nettement inférieurs aux alternatives disponibles, ce qui était l'objectif initial du programme 46181. Merci beaucoup. La question suivante concerne une mise à jour sur Dojo.
Oui, alors pour Dojo, je dois commencer par dire que je suis incroyablement impressionné par l'exécution de NVIDIA et les capacités de leur matériel. Et ce que nous constatons, c'est que la demande pour le matériel NVIDIA est tellement forte qu'il est souvent difficile d'obtenir les GPU. Et il y a cette situation où je dirais que je suis assez inquiet de pouvoir réellement obtenir les GPU NVIDIA les plus récents quand on en a besoin. Je pense donc que cela nous oblige à investir beaucoup plus d'efforts dans Dojo pour nous assurer d'avoir les capacités d'entraînement dont nous avons besoin. Nous allons donc redoubler d'efforts sur Dojo et nous voyons un moyen d'être compétitif face à NVIDIA avec Dojo. Et je pense qu'on n'a pas vraiment le choix parce que la demande pour NVIDIA est tellement élevée et c'est évidemment leur devoir, en quelque sorte, d'augmenter le prix des GPU au maximum que le marché peut supporter, ce qui fait que je pense qu'on doit vraiment faire fonctionner Dojo et on y arrivera. Parfait. La question suivante est quel type d'accessoire sera proposé avec Optimus? Optimus est conçu pour être un humanoïde polyvalent doté d'une grande intelligence. C'est comme si on demandait quel genre d'accessoire un être humain pourrait utiliser. En fait, il est conçu pour être compatible avec toutes les tâches humaines. Il pourra donc utiliser tous les accessoires qu'un humain utiliserait. La question suivante est, pensez-vous priver les gens du plaisir de posséder une Tesla en ne faisant pas de publicité? En fait, nous faisons de la publicité. Donc oui. Notre conviction fondamentale est que nous devons offrir les meilleurs produits à un prix raisonnable aux consommateurs. Pour vous donner un exemple, rien qu'aux États-Unis, au deuxième trimestre, 2/3 de nos ventes étaient des livraisons à des personnes qui n'avaient jamais possédé de Tesla auparavant. Et c'est encourageant. Nous avons investi dans la publicité et d'autres programmes de sensibilisation et nous avons ajusté notre stratégie. Nous ne disons pas non à la publicité, mais c'est un jeu dynamique et nous savons que nous n'avons pas épuisé toutes nos options. Donc, nous prévoyons de continuer à nous adapter, et ce, également dans la seconde moitié de cette année. Merci beaucoup. La prochaine question porte sur la croissance énergétique que nous avons déjà abordée dans nos remarques d'ouverture. Nous allons donc passer à la suivante. Quel est le calendrier actualisé pour Giga Mexico et quels seront les principaux véhicules produits? Eh bien, nous sommes actuellement en pause concernant Giga Mexico. Je pense que nous devons voir où en seront les choses après les élections. Trump a déclaré qu'il imposerait de lourdes taxes sur les véhicules produits au Mexique. Donc, ça n'a pas de sens d'investir beaucoup au Mexique si c'est ce qui va se passer. On va donc voir comment les choses évoluent sur le plan politique. Cependant, nous augmentons considérablement la capacité de nos usines existantes. Et je dois préciser que le robotaxi Cybertaxi sera produit ici, à notre siège, Giga Texas. Nous sommes optimistes pour la production de la version 2 d'Optimus vers la fin de l'année prochaine. La version à grande échelle d'Optimus sera également produite ici, au Texas. Encore quelques questions. Tesla est-il toujours en discussion avec un constructeur automobile pour la licence FSD? Plusieurs grands constructeurs ont exprimé leur intérêt pour obtenir une licence de Tesla. De plus, je conduis actuellement et je pense qu'il y en aura davantage avec le temps. Mais nous ne pouvons pas commenter les détails de ces discussions. Et la dernière question. Des nouvelles concernant l'investissement dans XAI et l'intégration de Grok dans les logiciels Tesla. Je dois dire que Tesla apprend beaucoup de XAI. Cela a été vraiment utile pour faire progresser la conduite entièrement autonome et pour construire le nouveau centre de données Tesla avec l'investissement dans XAI. Je pense que nous avons besoin de l'approbation des actionnaires pour un tel investissement. Mais je suis certainement favorable à cela si les actionnaires sont d'accord. Je pense que nous devons voter là-dessus et je pense qu'il y a des opportunités d'intégrer Grok dans les logiciels Tesla. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer aux questions des analystes. La première question vient de Will Stein de Truist. Will, allez-y, réactivez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup de prendre ma question. Ça rejoint un peu la dernière question qui a été posée. Elon, je partage votre enthousiasme pour l'IA et je reconnais l'opportunité pour Tesla de faire de grandes choses avec cette technologie, mais j'ai quelques inquiétudes concernant la commercialisation chez Tesla et c'est de ça dont j'aimerais parler. Plus précisément, là, il y a eu des articles de presse ce trimestre qui indiquaient que vous aviez redirigé certains systèmes de calcul d'IA destinés à Tesla vers XAI ou peut-être vers X, je ne suis pas sûr. De même, il y a quelques trimestres, si vous vous souvenez, je vous avais interrogé sur votre capacité à recruter des ingénieurs dans ce domaine. Et vous aviez mentionné qu'il y avait un grand intérêt de la part de certains de ces ingénieurs pour travailler sur des projets auxquels vous étiez impliqués.
mais certains d'entre eux n'étaient pas chez Tesla. Ils étaient plutôt chez XAI ou peut-être même chez X. Alors, la question est la suivante. Quand il s'agit de vos investissements en capital, votre R&D en IA, vos ingénieurs en IA, comment prenez-vous les décisions de répartition entre ces différents projets? Et comment rassurez-vous les propriétaires de Tesla que vous le faites d'une manière qui leur est vraiment bénéfique? Ouais, je pense que vous faites référence à un article très ancien concernant les GPU. Ça date d'il y a 6 ou 7 mois. Tesla a dit qu'on n'avait nulle part où les brancher. Donc, ça aurait été un gaspillage du capital de Tesla parce qu'on aurait juste dû commander des H100 sans avoir d'endroit où les mettre en marche. C'était juste qu'il n'y avait pas de XAI spécifique à Tesla. Il n'y en avait pas. Les centres de données de Tesla étaient pleins. Il n'y avait tout simplement pas d'endroit pour les installer. On a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Achever l'extension sud de la méga-usine Tesla, ici au Texas. Cette extension sud va abriter les 50 000 H100. On commence à installer les racks de serveurs H100 là-bas, mais il fallait vraiment que ça soit physiquement terminé. On ne peut pas simplement commander des GPU et les allumer. Non, il faut un centre de données. Je tiens à être clair, c'était dans l'intérêt de Tesla, pas contre l'intérêt de Tesla. Ça ne sert à rien à Tesla d'avoir des GPU qui ne peuvent pas s'allumer. Dès que l'extension sud sera prête à accueillir des GPU, ce qui arrive juste cette semaine, on y installera les GPU et on les mettra en service. Concernant XAI, il y a des gens qui ne veulent travailler que sur l'AGI. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en essayant de recruter pour Tesla, ces gens n'étaient intéressés que par l'AGI, pas par les problèmes spécifiques à Tesla. Et ils voulaient créer une start-up. Donc c'était soit ils rejoignent une start-up où je suis impliqué, soit ils créent une start-up sans moi. C'était les deux options. Ce n'était pas ça, ils ne viendraient pas chez Tesla. Ils n'allaient en aucun cas venir chez Tesla. Donc voilà. Oui, je dirais même que l'IA est un domaine très vaste et il y a beaucoup de choses qui, chez Tesla, on se concentre sur la conduite autonome et aussi sur Optimus, mais il y a d'autres aspects de l'IA sur lesquels nous ne travaillons pas. Et c'est ce genre de travail que d'autres entreprises essaient de faire, comme XAI dans ce cas. Il faut donc garder à l'esprit que c'est un domaine très large. Ce n'est pas juste une chose spécifique. Oui, et encore une fois, je veux insister sur ce point. J'ai essayé de les recruter chez Tesla en leur disant même qu'ils pourraient travailler sur l'AGI s'ils le voulaient, mais ils ont refusé. C'est seulement après ça que XAI a été créé. J'apprécie vraiment cette clarification. Si je peux poser une question de suivi, ça concerne les nouveaux véhicules que vous prévoyez de lancer l'année prochaine. Je comprends que ce n'est pas le moment pour des annonces de produits, mais quand on pense à l'objectif, j'ai entendu d'un côté que l'accent est mis sur la réduction des coûts. D'un autre côté, vous avez également mentionné que le Roadster serait lancé. Devrions-nous nous attendre à d'autres variantes, peut-être plus limitées, similaires aux voitures que vous produisez actuellement, mais avec certaines modifications, améliorations ou différences, ou une certaine variabilité dans les facteurs de forme? Devrions-nous nous attendre à ce que cela devienne une partie importante de la stratégie dans les 1 ou 2 ans à venir? Je ne veux pas entrer dans les détails des annonces de produits et nous devons être prudents concernant l'effet Osborne ici. Donc, si on commence à annoncer quelque chose de génial, ça affecte nos ventes à court terme. Nous allons créer d'excellents produits pour l'avenir, tout comme nous l'avons fait par le passé. D'accord. La prochaine question vient de Ben Callo, de Baird. Ben, allez-y. Vous pouvez réactiver votre micro. Bonjour, merci de prendre ma question. Quand on pense à la contribution aux revenus, avec l'énergie qui croît si rapidement et les perspectives optimistes, comment envisagez-vous l'évolution des différents segments à long terme? Et pensez-vous que les revenus automobiles passeront sous la barre des 50% de vos revenus totaux? Et puis, pour rebondir sur le dernier appel, vous avez parlé de distribuer la puissance de calcul sur votre nouveau matériel. Pourriez-vous nous faire un point sur ce sujet, nous en dire plus sur le calendrier prévu et nous expliquer comment vous comptez récompenser les clients qui vous laisseraient utiliser la puissance de calcul de leur voiture? Merci. Oui, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que la valeur à long terme des optimistes dépassera celle de tout le reste de Tesla réuni. C'est simple, il suffit de considérer
l'utilité d'un robot humanoïde capable de faire à peu près tout ce qu'on lui demande. Je pense que tout le monde sur Terre en voudra un. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, donc ça fait déjà 8 milliards. Ensuite, vous avez toutes les utilisations industrielles, ce qui représente probablement au moins autant, sinon beaucoup plus. Je pense donc que la demande à long terme pour des robots humanoïdes polyvalents dépassera les 20 milliards d'unités. Tesla possède le robot humanoïde le plus avancé au monde et excelle également dans la fabrication, ce que ces autres entreprises ne font pas. Nous avons une vaste expérience, la plus importante en fait, avec les leaders mondiaux de l'IA appliqués au monde réel. Nous disposons de tous les éléments nécessaires. Je pense que nous sommes les seuls à avoir tous les ingrédients requis pour développer des robots humanoïdes polyvalents, à grande échelle et hautement utiles. C'est pourquoi mon estimation approximative à long terme, en accord avec l'analyse d'ARK Invest, prévoit une capitalisation boursière d'environ 5 billions de dollars, voire plus, pour le transport autonome. Et ce chiffre est multiplié plusieurs fois pour les robots humanoïdes polyvalents. Je ne suis même pas sûr de ce que l'argent signifie vraiment. Mais dans le scénario optimiste de l'IA, on se dirige vers une ère d'abondance où il n'y aura plus de pénurie de biens et de services. Tout le monde pourra avoir à peu près tout ce qu'il désire. On se dirige vers un avenir complètement dingue, vraiment dingue. Le calcul distribué, ça semble être une évidence à faire. Je pense que le calcul distribué devient vraiment intéressant avec notre nouvelle puce d'IA Tesla, qu'on appelle Hardware 5 ou IA 5, qui, en termes de capacité d'inférence, comparable à un B200 intégré. On vise à la mettre en production fin d'année prochaine et à passer à l'échelle en 2026. Donc, même si on a des véhicules autonomes qui roulent 50 ou 60 heures par semaine, il y a 168 heures dans une semaine. Donc, on a quelque chose comme, je pense, plus de 100 heures de calcul neuronal disponible. Je pense qu'on a besoin d'un meilleur terme que GPU, parce que GPU signifie graphique plus. Il y a plus de 100 heures par semaine de calcul d'IA, d'inférence d'IA provenant de la flotte, des véhicules et probablement d'un certain pourcentage de robots humanoïdes pour lesquels il serait logique de faire de l'inférence distribuée. Et si on a une flotte à un moment donné de 100 millions de véhicules avec l'IA version 5 et au-delà, parce qu'on aura l'IA version 6, 7 et ainsi de suite, et qu'il pourrait y avoir des milliards de robots humanoïdes, cela représente une quantité stupéfiante de puissance de calcul d'inférence qui pourrait être utilisée à des fins générales. Cette puissance de calcul n'a pas besoin d'être utilisée uniquement pour le robot humanoïde ou pour la voiture. Vous savez, c'est assez évident à dire, mais bon, c'est plus utile que de ne rien faire du tout. Très bien, merci. La question suivante vient d'Alex Potter de Piper. Alex, je vous en prie, activez votre micro. Parfait, merci. Je voulais poser une question sur les licences FSD. Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur le fonctionnement concret de ce système. Je suppose que ce ne serait pas une simple solution prête à l'emploi. Un constructeur aurait probablement besoin de plusieurs années pour développer sa propre plateforme de véhicules basée sur le FSD. J'imagine qu'il devrait adopter l'architecture électrique, le système informatique et l'ensemble des capteurs de Tesla. Corrigez-moi si je me trompe. Mais si vous aviez un accord de coopération avec un autre constructeur, il vous faudrait probablement plusieurs années avant de pouvoir reconnaître des revenus de licence issus de cet accord. Est-ce la bonne façon de voir les choses? Oui, les constructeurs ne vont pas vite. Il n'y a pas vraiment d'ensemble de capteurs. Ce sont juste des caméras. Mais ils devraient intégrer notre ordinateur d'IA et avoir des caméras avec une vue à 360 degrés et au moins la passerelle, ce qui communique avec Internet et interagit avec le système Tesla. Avec ça, il faut aussi une sorte d'ordinateur passerelle. Donc, c'est vraiment un ordinateur passerelle avec une connectivité cellulaire et Wi-Fi. L'ordinateur Tesla AI et 7 caméras ou suffisamment de caméras pour avoir une vue à 360 degrés. Mais vu la vitesse à laquelle l'industrie automobile évolue, il faudrait plusieurs années avant de voir ça en grande quantité. D'accord, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Donc, la question suivante est, si vous signez un accord de licence FSD avec un autre constructeur automobile, quand pensez-vous que vous l'annonceriez? Le feriez-vous dès la signature de l'accord ou seulement après que plusieurs années se soient écoulées et que le véhicule soit prêt à être commercialisé? Je pense que ça dépend du constructeur. Je suppose qu'on serait content dans les deux cas. Oui, ça dépend du type d'accord qu'on conclut. Beaucoup de ces détails
ne sont pas encore réglés. On prendra cette décision le moment venu. Bien sûr, les accords qui nous intéressent vraiment sont ceux où un constructeur est prêt à l'implémenter dans 1 million de voitures par an ou quelque chose de significatif. Pas si on parle de 10 000 ou 100 000 voitures par an. On pourrait le faire nous-mêmes. Très bien, merci. La prochaine question vient de Dan Levy de Barclays. Dan, allez-y, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir, merci de prendre ma question. Tout d'abord, je voudrais commencer par une question sur Shanghai. Vous avez utilisé Shanghai comme centre d'exportation, c'est vrai, c'est peu coûteux et ça a du sens. Pourriez-vous nous expliquer comment la stratégie change, si c'est le cas, avec la mise en place des tarifs douaniers en Europe? De plus, dans quelle mesure vos importations de batteries de Chine vers les États-Unis pourraient-elles être affectées par ces tarifs? Merci. Je pense avoir abordé une partie de cela dans mon introduction, mais pour vous donner un peu plus de détails concernant les tarifs douaniers, les autorités européennes ont sélectionné certains constructeurs automobiles lors du premier tour. A établi les tarifs pour les voitures importées de Chine vers l'Europe. Bien que nous n'ayons pas été retenus lors de notre examen individuel au premier tour, ils nous ont repêchés au second tour. Ils ont visité notre usine, nous avons collaboré avec eux et leur avons fourni toutes les informations nécessaires. Vous savez, en conséquence, nous sommes en train d'ajuster notre stratégie d'importation de la Chine vers l'Europe. Mais vous savez, un autre point à noter est qu'au deuxième trimestre, nous avons commencé à fabriquer des modèles I à conduite à droite à Berlin et nous les avons également livrés au Royaume-Uni. Et vous savez, nous nous adaptons selon les besoins, mais nous continuons à ajuster. Nous importons toujours des modèles 3 en Europe depuis Shanghai. Et vous savez, nous évaluons encore quelle est la meilleure alternative pour gérer tout cela. Concernant l'examen par les autorités européennes, comme je l'ai dit, nous avons bien coopéré avec elles. Nous sommes confiants que nous devrions obtenir un meilleur taux que celui qu'ils ont imposé pour le moment, mais la situation évolue constamment et nous nous adaptons aussi rapidement que possible. J'ajouterai également qu'en raison de cela, on constate l'impact de Berlin qui importe davantage vers des endroits comme Taïwan, ainsi que le Royaume-Uni, comme je viens de le mentionner. Donc, la situation continuera d'évoluer et nous nous adapterons au fur et à mesure. Très bien, merci beaucoup. Oui, merci. Pour poursuivre, je voulais vous interroger sur la stratégie RoboPack et plus précisément sur la présentation aux actionnaires qui indique que l'obtention de l'approbation réglementaire sera l'un des facteurs clés. Pourriez-vous nous aider à comprendre quelles réglementations spécifiques nous devrions surveiller? S'agit-il de la norme FMVSS? Et dans quelle mesure le changement de stratégie que vous avez opéré avec le FSD vers une approche plus nationale sans frontières affecte-t-il cela? L'approche robotaxi est-elle plus géolocalisée, pour ainsi dire, et davantage guidée par une approche État par État? Je veux dire, notre solution est une solution généralisée comme les autres. Si vous regardez Waymo et compagnie, ils ont une solution très localisée qui nécessite une cartographie haute densité. C'est assez fragile, vous savez. Leur capacité à s'étendre rapidement est limitée. Vous savez, notre solution est une solution générale qui fonctionne partout. Elle fonctionnerait même sur une autre Terre. Donc, si vous créiez une nouvelle Terre, elle fonctionnerait sur cette nouvelle Terre. Il y a donc ce potentiel. Je pense que, d'après notre expérience, une fois que nous démontrons que quelque chose est suffisamment sûr ou significativement plus sûr que l'humain, nous constatons que les régulateurs sont favorables au déploiement de cette capacité. C'est difficile d'argumenter contre si vous avez un grand nombre si vous avez des milliards de kilomètres qui montrent qu'à l'avenir, la conduite autonome non supervisée est plus sûre que l'humain. Quel régulateur pourrait vraiment s'y opposer? Ils sont en quelque sorte obligés d'approuver. Je ne pense pas que l'approbation réglementaire sera un facteur limitant. Je dois aussi préciser que, vous savez, les capacités de conduite autonome déployées hors de l'Amérique du Nord sont bien en retard par rapport à celles en Amérique du Nord. Donc, avec la version 12.5 et peut-être 12.6, mais très prochainement, nous demanderons l'approbation réglementaire régulière pour le FSD supervisé de Tesla en Europe, en Chine et dans d'autres pays. Et je pense que nous l'obtiendrons probablement avant la fin de l'année.
Merci. Cela constituera un facteur de demande important dans ces régions. Merci. Pour ajouter à cela, Travis, en ce qui concerne, comme Elon l'a dit, en termes d'approbation réglementaire, vous savez, les véhicules sont régis par la FMSS aux États-Unis, qui est la NHTSA, qui est la même dans les 50 États. Le code de la route est le même dans les 50 États. Donc, créer une solution généralisée nous donne la meilleure opportunité de déployer raisonnablement dans tous les 50 États. Bien sûr, il existe des réglementations au niveau des États, voire au niveau local et municipal, qui peuvent s'appliquer au fait d'être une entreprise de transport ou de déployer des taxis. Mais bon, vous savez, pour ce qui est de mettre le véhicule sur la route, tout ça, c'est du fédéral. Et ça correspond bien à ce qu'Elon vient de dire sur les données et le véhicule lui-même. Et pour ajouter au point technologique, le réseau de bout en bout ne fait en fait aucune supposition sur la localisation. Genre, vous pourriez ajouter des données de différents pays et ça marcherait tout aussi bien là-bas. Il n'y a pratiquement aucun code spécifique aux États-Unis dedans. Ce sont juste les données qui viennent des États-Unis. Ouais, dans cette optique, c'est comme, vous voyez, on peut aller en tant qu'humain dans d'autres pays et conduire avec une certaine capacité d'adaptation dans ces pays. Et c'est comme ça qu'on conçoit le logiciel FSC. Ouais, exactement. Super. Merci les gars. La prochaine question vient de Georges de Canaccord. Georges, je vous en prie, activez votre micro. Bonjour à tous, merci de prendre mes questions. Pour revenir un instant sur la question réglementaire, et je fais peut-être une comparaison hasardeuse, mais GM a annulé son véhicule sans pédale ni volant. Et selon l'entreprise ce matin, leur décision a été motivée par l'incertitude de l'environnement réglementaire. Et d'après ce que nous comprenons, et là encore, je me trompe peut-être, mais le robotaxi qui a été présenté, du moins dans les images publiques, est également sans pédale ni volant. Y a-t-il une préoccupation réglementaire différente si vous déployez un véhicule de ce type sans pédale ni volant? Et cela pourrait-il être différent de la FSD classique sur un véhicule Tesla traditionnel? Merci. Eh bien, évidemment, la vraie raison de leur annulation est que GM n'arrive pas à le faire fonctionner, pas à cause des régulateurs. Ils rejettent la faute sur les régulateurs. C'est trompeur et c'est malhonnête de faire ça, parce que Waymo s'en sort très bien dans ces domaines. C'est juste que leur technologie n'est pas à la hauteur. Et peut-être, pour rebondir là-dessus, je crois que vous avez mentionné que les taux d'adoption du FSD ont considérablement augmenté après la baisse de prix. Pouvez-vous nous aider à quantifier ce que cela signifie exactement? Merci. Oui, effectivement, nous avons partagé que nous avons constaté une augmentation significative. Je ne veux pas entrer dans les détails car nous partions d'une base faible, mais nous observons des résultats encourageants. Et le point clé ici, comme l'a dit Elon, c'est qu'il faut l'expérimenter soi-même, car les mots ne peuvent pas décrire ce que c'est jusqu'à ce qu'on l'utilise réellement. Et c'est pourquoi nous essayons de nous assurer qu'à chaque fois qu'une voiture est livrée, les gens comprennent bien comment ça fonctionne, parce que quand vous le voyez en action, vous réalisez à quel point c'est impressionnant. Je veux dire, juste pour vous donner un exemple, donc encore une fois, c'est un exemple biaisé, mais sur un trajet de plus de 30 km jusqu'à l'usine presque tous les jours, je n'ai eu aucune intervention avec la dernière version. Et la voiture me roule littéralement dessus. Et surtout avec la dernière version où l'on suit également le mouvement de vos yeux, le décalage du volant est presque inexistant tant que vous ne portez pas de lunettes de soleil. Nous sommes en train de résoudre le problème des lunettes de soleil. C'est pour bientôt. Donc vous pourrez conduire, vous pourrez porter des lunettes de soleil et laisser la voiture conduire. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des gens intelligents qui vivent à New York, ou peut-être dans le centre-ville de Boston, et qui ne conduisent jamais, et qui me posent ensuite des questions sur le FSD. Je leur dis, vous pouvez simplement prendre une voiture et l'essayer. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement. Merci. La question suivante vient de Pierre de New Street. Pierre, veuillez activer votre micro. Salut les gars, merci de prendre ma question. Donc c'est encore à propos du robotaxi et je comprends parfaitement qu'avec une solution universelle, nous obtiendrons une sorte d'approbation réglementaire. Nous y arriverons finalement en améliorant la vision et la puissance de calcul, etc. Et ma question porte plutôt sur votre vision du déploiement. Parce que je me dis, une fois qu'on aura une voiture capable de rouler partout, qui peut me remplacer, elle pourra aussi remplacer un taxi. Mais pour proposer un service de VTC, il faut atteindre une certaine échelle. Et ça implique beaucoup de voitures sur les routes. Donc il faut une infrastructure pour entretenir ces voitures, s'en occuper, etc. Alors ma question est, travaillez-vous déjà là-dessus? Avez-vous déjà une idée de ce à quoi ressemble votre plan de déploiement? Est-ce que c'est un plan exclusif à Tesla? Ou envisagez-vous des partenariats, locaux ou mondiaux, pour y parvenir? Et j'aurais une petite question supplémentaire. Non, ce serait uniquement le réseau Tesla. Vous ouvririez simplement l'application Tesla, vous demanderiez une voiture et on vous en enverrait une pour vous emmener où vous voulez.
et vous aurez bientôt une flotte d'environ 7 millions de véhicules dédiés à la conduite autonome. Dans les années à venir, ce sera plus de 10 millions, puis plus de 20 millions. C'est une échelle colossale. Et la voiture peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à un conducteur humain. Donc, la capacité de mise à l'échelle est pratiquement instantanée avec un logiciel. Et maintenant, c'est pour un client dans le cadre d'une flotte. On peut considérer ça un peu comme Airbnb. Vous pouvez choisir de permettre à votre voiture d'être utilisée par la flotte ou annuler ça et la récupérer. Elle peut être utilisée par la flotte tout le temps ou seulement de temps en temps. Et puis Tesla partagerait les revenus avec le client. Mais on peut voir cette énorme flotte de véhicules Tesla comme une sorte d'équivalent géant d'Airbnb, un Airbnb sur roue. En plus, nous fabriquerions un certain nombre de voitures pour Tesla qui appartiendraient simplement à Tesla et seraient ajoutées à la flotte. Je suppose que ça ressemblerait un peu plus à Uber, mais ce sera le réseau Tesla. Et il y a une clause importante que nous avons mise dans chaque contrat d'achat Tesla. Les véhicules Tesla ne peuvent être utilisés que dans la flotte Tesla. Ils ne peuvent pas être utilisés par tiers pour l'autonomie. D'accord. Et pensez-vous que cela évolue progressivement? Donc, on peut commencer dans une ville avec juste quelques voitures et augmenter leur nombre au fil du temps? Ou pensez-vous qu'il y a une masse critique à atteindre pour pouvoir offrir un service de qualité compétitive par rapport à ce qu'Uber propose déjà habituellement? Je crois que je ne m'exprime pas correctement. En fait, toute la flotte Tesla devient active. Évidemment, il y aura peut-être des gens qui ne voudront pas que leur voiture gagne de l'argent, mais je pense que la plupart seront d'accord. C'est une mise à l'échelle instantanée. Notre prochaine question vient de Colin d'Oppenheimer. Colin, veuillez activer votre micro. Désolé pour ça, les gars. J'ai 2 questions concernant le stockage d'énergie. Avec l'offre limitée et le stockage stationnaire, pouvez-vous parler de votre stratégie de tarification et comment vous envisagez la saturation dans certaines zones géographiques, étant donné que certains de ces grands systèmes commencent pour faire évoluer rapidement et de manière significative les marchés de gros de l'électricité? Oui, en fait, nous collaborons avec un grand nombre d'acteurs du marché et notre pipeline est vraiment très long. Il y a en réalité un délai assez important entre la signature d'un contrat et le début des livraisons. Jusqu'à présent, nous avons un bon levier de prix et je vais laisser Mike en dire plus à ce sujet. Effectivement, il y a beaucoup de concurrence de la part des fabricants chinois, comme c'est le cas dans le secteur automobile. Nous sommes donc en contact étroit avec nos clients pour nous assurer de rester compétitifs là où ils doivent l'être pour décrocher des contrats de vente d'électricité et d'énergie sur le marché. Nous avons connu un très bon trimestre en termes de contrats et nous continuons à renforcer notre carnet de commandes pour 2025 et 2026. Donc, nous sommes plutôt satisfaits de notre position sur le marché. On sait que la concurrence est rude, mais notre proposition de valeur est solide. Un produit entièrement intégré avec notre propre électronique de puissance et nos contrôles sur site. Donc, oui, encore une fois, ce que les gens ne réalisent pas totalement, c'est qu'il y a toute une suite logicielle qui accompagne notre Megapack. Et ça, c'est une offre unique que nous sommes les seuls à proposer et qu'on utilise aussi pour d'autres choses, mais qui nous donne un sacré avantage par rapport à la concurrence. Ouais, on voit des clients qui bricolent une solution de briques et de broc et parfois ils choisissent ces solutions qui finissent par ne pas marcher. Et puis ils reviennent vers nous. En fait, on ne voit pas vraiment de saturation à l'échelle mondiale. Et là, il y a quelques poches de saturation sur certains marchés, mais on constate surtout que de nouveaux marchés s'ouvrent, vu que la demande sur le réseau ne cesse d'augmenter plus que prévu. Et cela ouvre donc vraiment des marchés dans le monde entier et dans différents secteurs. Même du côté de l'IA, ces GPU sont extrêmement puissants et la quantité de nouvelles infrastructures que nous mettons en place pour la sauvegarde des centres de données et autres augmente à une échelle assez importante. Oui, merci. Et puis l'année suivante, il y a des développements autour de la technologie du processus 4180, vous savez, et du processus Volterra. Il y a aussi des nouvelles concernant vos fournisseurs d'équipements. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes dans la qualification potentielle d'un fournisseur supplémentaire pour certaines de ces étapes critiques de la technologie des processus? Oui, je peux en parler. Vous faites probablement référence au procès que nous avons avec l'un de nos fournisseurs. Écoutez, je ne pense pas que cela va affecter notre capacité à déployer le 41680. Vous savez, nous avons une position très forte en matière de propriété intellectuelle dans cette technologie
et la majorité de l'équipement que nous utilisons est conçu en interne et une partie est même fabriquée en interne. On peut donc prendre notre pile IP et la faire construire par quelqu'un d'autre si nécessaire. Ce n'est donc pas vraiment un problème pour l'instant. Ouais. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point la demande pour une utilisation réelle sera importante. Les gens sous-estiment probablement cette demande de plusieurs ordres de grandeur. En fait, la production totale d'énergie du réseau américain, par exemple, si les centrales fonctionnaient en régime permanent, serait au moins 2 à 3 fois supérieure à ce qu'elle produit actuellement, car il y a d'énormes écarts. Il y a une énorme différence entre les pics et les creux en termes de production d'énergie. Pour qu'un réseau n'ait pas de coupure, il doit pouvoir supporter la charge au pire moment du pire jour de l'année, le jour le plus froid ou le plus chaud. Cela signifie que le reste du temps, le reste de l'année, il a une énorme capacité de production excédentaire, mais aucun moyen de stocker cette énergie. Une fois qu'on ajoute des batteries, on peut faire fonctionner les centrales en régime permanent. Fondamentalement, n'importe quel réseau dans le monde peut produire en termes cumulatifs d'énergie au cours de l'année, au moins le double de ce qu'elle produit actuellement. Dans certains cas, peut-être même le triple. Merci, c'est vraiment quelque chose de profond. Merci, Elon. La prochaine question vient de Colin Langan de Wells Fargo. Colin, veuillez activer votre micro. Ah, parfait. Merci de prendre mes questions. Oui. Ah, d'accord. Désolé. Je suppose que je vais poser cette question. Si Trump gagne, il y a plus de chances que l'IRA soit réduite. Je crois, Elon, que vous aviez commenté en ligne que Tesla ne dépend pas des subventions pour les véhicules électriques. Mais si Tesla perd beaucoup de soutien avec la disparition de l'IRA, je pense que les modèles 3 et WAG perdraient l'aide de l'IRA pour les clients et vos batteries perdraient les crédits d'impôt à la production. Tout d'abord, pouvez-vous préciser si la fin de l'IRA serait négative pour votre rentabilité à court terme? Pourquoi cela pourrait-il ne pas être négatif? Et ensuite, pouvez-vous nous donner un aperçu du soutien actuel que vous recevez lié à l'IRA? Je suppose qu'il y aurait un certain impact, mais je pense que ce serait dévastateur pour nos concurrents. Mais je préférerais Tesla, et à long terme, cela aide probablement Tesla. C'est ce que je pense. Ouais, mais je l'ai déjà dit, et c'est assez proche. La valeur de Tesla, c'est essentiellement l'autonomie. Tout le reste n'est que du bruit par rapport à l'autonomie. Donc, je conseille à tous ceux qui ne croient pas que Tesla résoudra l'autonomie des véhicules de ne pas garder d'actions Tesla. Ils devraient vendre leurs actions Tesla. Si vous pensez que Tesla résoudra l'autonomie, vous devriez acheter des actions Tesla. Et toutes ces autres questions sont... Ouais, je veux dire, je pose cette question juste pour clarifier quelques points. Au final, quand on regarde notre entreprise, on l'a toujours considéré qu'il y ait l'IRA ou non. Et on veut que notre entreprise se développe sainement, sans dépendre de subventions, peu importe comment on voit les choses. Et c'est comme ça qu'on a toujours tout modélisé. Et c'est pareil en interne, même quand on examine les coûts des batteries. Oui, nous bénéficions de crédits de fabrication, mais on se pousse toujours à se dire, et si on n'avait pas l'avantage de l'IRA, comment on fonctionnerait dans ce genre de situation? Et comme Elon l'a dit, on a clairement un gros avantage par rapport à nos concurrents sur ce point-là. On l'a prouvé et ça se voit dans nos chiffres au fil des années. Donc, on ne peut pas ignorer les aspects fondamentaux de l'entreprise. Et puis, quand on ajoute l'autonomie à ça, comme Elon l'a dit, ça devient même insignifiant de penser au court terme. Je crois que c'est malheureusement tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. On apprécie toutes vos questions. On a hâte de vous reparler le trimestre prochain. Merci beaucoup et au revoir.